Bonjour les confinés, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours cette fois de latin qui va concerner une notion que vous avez peut-être déjà apprise, que vous avez besoin de réapprendre ou que vous avez besoin de découvrir. Dans tous les cas, vous y trouverez certainement votre compte. Il s'agit du nom en latin. Le nom, c'est une catégorie grammaticale que vous connaissez normalement un petit peu déjà en français. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment il va se présenter en latin. Est-ce qu'il se présente comme en français? À quoi ça va nous servir plus tard dans notre apprentissage? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre tout de suite. Alors c'est parti, et comme on dit, saluete discipuli. Avant de commencer, on peut se poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Normalement, vous êtes en cinquième si vous avez le niveau requis pour regarder cette vidéo. Vous avez bien vu en français ce que c'était qu'un nom, mais on va en reparler très brièvement. Un nom, c'est un mot qui nous permet de nous représenter quelque chose. Pourquoi? Parce que le monde autour de nous, certes il existe, mais parfois il faut qu'on l'ait dans notre tête et qu'ensuite on soit capable de mettre des mots dessus pour pouvoir en parler aux autres. C'est ça, les noms. Ce sont les mots qui permettent de se représenter le monde extérieur. Alors il y en a différents types, on en classe 5 grandes catégories, on peut classer 5 grandes catégories. La première, c'est celle des personnes. Par exemple, tous les gens qu'on peut côtoyer, on peut trouver un nom pour distinguer leur métier, pour distinguer leur nature profonde, etc. Donc on va dire par exemple le roi, le professeur, la femme, l'enfant. À chaque fois qu'on a ces mots qui nous viennent en tête, on peut se les représenter. Bon, c'est vrai pour les personnes, c'est vrai aussi pour d'autres types d'entités qui existent comme ça dans la nature, mais qui sont un peu moins humaines, tout simplement les animaux. Alors on peut se les représenter, rien qu'à dire leur nom, immédiatement l'image de l'animal nous vient dans la tête. Le chat, le chien, il suffit que je prononce le mot chien et je sais que dans votre esprit, paf, il y a un toutou qui apparaît. On peut faire dans le plus original aussi, la girafe, la loutre. C'est drôle une loutre, moi je trouve ça très mignon une loutre. On peut également évoquer tous les objets autour de nous, les choses qui existent. Ça peut être le cahier, ça peut être la fusée, si on veut aller dans le glauque, ça peut être le cadavre. Bien, à chaque fois que je prononce ces mots-là, encore une fois, des images apparaissent en tête. C'est pour ça qu'on les appelle des noms. Des lieux ou des époques, l'école, l'espace, l'antiquité, ou même des notions comme la beauté, le temps, la vie. Bon, là je suis d'accord, il n'y a pas forcément d'image qui nous vient en tête, mais en tout cas ça nous permet ensuite de communiquer des idées, ce qui ne serait pas possible autrement. On voit donc en français, le nom, c'est peut-être ce qui est le plus important, et même dans n'importe quelle langue, parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite d'avoir des images dans notre tête. C'est pour ça qu'on commence par les analyser en latin et comprendre comment on va pouvoir les reconnaître, et surtout quelles vont être leurs caractéristiques et les différences par rapport au nom du français. En français, on l'a vu à chaque fois, tous les noms qu'on a écrits sont présentés, en plus là ce sont des noms communs, en deux toutes petites parties. Vous avez professeur par exemple qui vous permet de vous le représenter, et le devant, un déterminant associé. En latin, ça ne fonctionnera pas du tout de la même façon. Le professeur, ça va donner magister, magistri, n. Alors on est d'accord, ça c'est pas tout ce qui apparaîtra pour chacun des mots dans tous les textes latins. Mais si je dois à un moment vous parler d'un mot et qu'on doit l'analyser ensemble, on le verra présenté comme ça dans le dictionnaire. Première chose, on remarque que le mot le a disparu. Il n'y en a plus. Il n'y a plus le devant magister. Deuxième chose, on a presque deux fois le même mot qui est écrit côte à côte. Magister plus magistri. Donc on a deux formes qui sont écrites. 3, on a une lettre entre parenthèses. Bon, qu'est-ce que c'est donc que ces mots-là? Prenons comme exemple le mot rex regis M. Vous voyez, c'est exactement la même chose que magister, magistri, M. Cette fois, ça signifie le roi. La première forme du mot, elle va nous servir simplement à en parler si on veut en parler très brièvement et qu'on n'a pas envie de tout dire. Cette forme, on ne va pas l'appeler première forme, on va lui donner un nom. On va l'appeler nominatif. C'est une chose qu'il faudra retenir. En latin, même si le mot est donc en 3 formes, la première, on ne l'appelle pas première forme, c'est long, on l'appelle nominatif. Donc si je vous demande de reconnaître le nominatif de rex regis,
Vous me répondez rex, première forme nominative. La deuxième forme, qui semble être une copie conforme, elle va être extrêmement importante. C'est une forme à retenir à chaque fois que vous aurez à apprendre un mot. La deuxième forme d'un nom est absolument essentielle à retenir. Elle aussi, elle va porter un nom. Elle ne va pas s'appeler nominatif, elle va s'appeler génitif. Je vous ai bien précisé dans votre cours et sur ce document que vous voyez en ce moment que c'est bien la forme la plus importante. À la limite même, on peut se demander pourquoi on continue d'apprendre rex. C'est vraiment regis qui va être la forme la plus importante. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir deux choses. Premièrement, le génitif va nous donner une information essentielle sur le mot. Il va nous indiquer le groupe du mot. Là, je vois des regards interloqués. Ceux qui connaissent un peu la grammaire ont retenu à l'école primaire et au début du collège que, en français, les verbes appartiennent à un groupe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Hein. Premier groupe, ça se finit par ER, deuxième groupe par IR, troisième groupe par d'autres choses, IR ou d'autres choses. Vous dites, c'est donc quelque chose qui concerne les verbes. Ben, en latin, les noms aussi ont des groupes. Ça nous sera utile un peu plus tard dans l'année, mais tout de suite, je veux que vous compreniez que les noms ont des groupes, qu'il faudra les reconnaître, et que c'est le génitif qui nous permet de le reconnaître. En revanche, c'est pas comme en français où il y a des exceptions avec le troisième groupe. Là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez trois possibilités. Soit le génitif se termine par AE, et dans ce cas, le mot est du premier groupe, soit le génitif se finit par I, et dans ce cas, il est du deuxième groupe, soit le génitif se finit par is, et dans ce cas, le mot est du troisième groupe. Si je regarde mon rex regis, je vois qu'à la fin, il y a is, je relie immédiatement aux trois possibilités, c'est la troisième, c'est un mot du troisième groupe. Enfin, le génitif indique le radical du mot, ce qui nous sera utile quand on mettra le mot au pluriel. Je précise que le génitif, ce n'est pas la forme plurielle de rex, hein, pas du tout. Pour ça, c'est facile. Je regarde la fameuse terminaison que je viens de trouver, le fameux is, et je coupe à cet endroit-là. Mon radical, ça sera donc reg. Pas compliqué. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce petit m? Peut-être certains qui sont malins ont déjà compris. Ce sera le genre du mot. En français, il y a deux genres, le masculin, le féminin. Ça fait partie du mot et ça a des conséquences sur ce qui apparaît autour. Quand un mot est au féminin, les adjectifs autour vont se mettre à recevoir une lettre, c'est comme ça, c'est le E. De même, l'article, lorsque le mot est masculin, deviendra le. L'article, quand le mot est féminin, deviendra la. Un deviendra une, etc. Le genre, c'est ce qui commande donc l'accord des mots qui vont être autour. En latin, il n'y en aura pas deux, il y en aura trois. Trois genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Trois possibilités. Le seul rôle que ça aura sera plus tard d'apprendre vraiment comment accorder les adjectifs avec les noms. C'est comme en français, quand vous avez un nom masculin, vous aurez une terminaison spécifique pour les adjectifs. Quand vous avez un nom féminin, vous aurez une terminaison spécifique pour les adjectifs. Quand vous aurez un nom neutre, vous aurez une terminaison spécifique pour les adjectifs. Il n'y aura pas d'autre rôle que ça. Il n'y aura d'ailleurs même pas d'article. Il n'y aura pas le, la, un ou une qui se mettrait devant les noms. C'est pour ça d'ailleurs qu'au lieu d'écrire un ou une comme en français, on le met derrière, entre parenthèses, pour le préciser. Parce que ça nous permettra d'être sûr. Petit résumé, si possible, à garder en mémoire. Le nominatif, c'est donc la première forme du mot, puisque le mot est en trois parties. Rex, regis, m, trois parties. Le nominatif, c'est sa première forme. C'est toujours ce qui apparaît en premier dans le dictionnaire quand on doit chercher dans le dictionnaire. Mais c'est le génitif, c'est-à-dire la deuxième forme du mot, qui nous donne le plus d'informations. Sa terminaison, elle va être importante puisqu'elle va nous indiquer le groupe auquel appartient un mot. Si vous avez AE, c'est du premier groupe, I du deuxième groupe, IS du troisième groupe. Je vous ai mis entre parenthèses un autre mot pour dire groupe, c'est le mot déclinaison. Ça veut dire exactement la même chose que groupe pour l'instant. Mettez-vous ça en tête, déclinaison, ça veut dire groupe. Donc on peut dire premier groupe pour AE ou première déclinaison. Deuxième groupe ou deuxième déclinaison pour I.
Troisième groupe ou troisième déclinaison pour les génitifs en is. C'est la même chose. Vous enlevez ensuite cette terminaison et ça vous permet de tomber sur le radical du mot rex, regis, m. J'ai mon regis au génitif, je lui enlève le is, il me reste reg, c'est mon radical. Petit exercice maintenant. Je vous ai mis 3 mots. Je vous demande 2 choses à leur sujet. 1. Me donner leur groupe. 2. Trouver leur radical. Pour ça, vous vous rappelez, il y a une forme spécifique qu'il va falloir regarder, parmi les 3 que vous avez écrites, et à partir de cette forme, écrite précédemment, et vous trouverez de quoi il s'agit. Je vais vous laisser à chaque fois un petit peu de temps pour faire chacun des exercices, soit dans votre tête, soit à l'écrit, pour être sûr que vous ayez tout bien acquis. On commence tout de suite avec Ankila, Ankilae, F, la servante. Alors, F, vous vous rappelez, ça veut dire féminin. Ankila, première forme du mot nominatif. Ankilae, deuxième forme du mot, aussi appelé génitif. À quel groupe est ce mot et quel est son radical? C'est parti. Normalement, si vous avez bien écouté, la première chose que vous n'avez pas faite, c'est de regarder Ankila, puisque Ankila, c'est le nominatif, et le nominatif, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le génitif. Le génitif, c'est la deuxième forme du mot. Qu'est-ce que je commence par regarder? La fin du génitif. Je vois que la fin du génitif, c'est ae. Je compare ensuite aux différents groupes. Ae, je vois que le mot est du premier groupe ou première déclinaison. Je mets donc première déclinaison. Le radical, encore plus simple, c'est tout simplement ce que je vais avoir juste avant. Je regarde donc ce qui se trouve avant et ça me donne Antkil avec 2 L. Ankila, Ankilae, féminin, mot de la première déclinaison et radical Ankil. Notre deuxième mot, c'est dominus, domini, M, le maître de maison. Attention, ce n'est pas parce que le mot ressemble au verbe dominer en français qu'il a donné, il a permis de créer le verbe dominer, que ça veut dire dominer. Ne pensez pas comme ça, il s'agit de noms. Vous rappelez que les noms, ce sont soit des personnes, soit des animaux, soit des choses, soit des lieux, soit des idées, pas des verbes, c'est pas possible. Donc il s'agit du maître de maison, la personne qu'on peut se représenter avec sa toge et qui a tout pouvoir sur la famille romaine. C'est un mot dont vous devez maintenant trouver le groupe et le radical. Procédez de la même façon que pour Ankila, Ankilae féminin. Regardez ce qu'il faut regarder, ne regardez pas ce qui n'est pas nécessaire. C'est parti. Si vous avez bien raisonné, encore une fois, vous n'avez pas regardé le nominatif, vous avez regardé tout de suite la deuxième forme, c'est-à-dire le génitif. Vous avez vu la terminaison i, et vous vous êtes dit tout de suite que dans ce cas, vu que vous aviez un i, c'était un mot du deuxième groupe ou deuxième déclinaison. Ce qui se trouve devant, c'est le radical domine. Pour dominus, domini, m. Le groupe, c'est donc le deuxième. Le radical domine. Il nous reste le dernier, pater, patris, m, le père. Bon, c'est un mot là qui a en revanche donné beaucoup de mots en français, à la fois des noms. Alors ça aura donné le mot père en étant un peu dérivé, ça aura donné le paternel. Et puis si on regarde juste le génitif, ça nous aura aussi donné beaucoup de noms. Le génitif, ça vous sera toujours utile parce que parfois ça vous permet de trouver des mots qui sont en lien avec un terme latin et vous ne le voyez pas tout de suite dans le nominatif. Alors qu'est-ce que ça aura donné? La patrie, par exemple. C'est quoi une patrie? C'est comme un pays, c'est la terre de nos pères. Une société patriarcale, peut-être que vous avez déjà entendu le mot, c'est une société dans laquelle sont plutôt les hommes, les pères qui dominent, les femmes sont plutôt reléguées au second plan, mères au foyer, etc. On va parler aussi, surtout en latin, des patriciens. Les patriciens, ce sont les premiers pères de la nation romaine,
les gens les plus importants, les familles les plus importantes, les membres des familles les plus importantes. Toujours des hommes, évidemment. Regardons tout de suite et réfléchissez, quel est son groupe, quel est son radical. Bon, là, j'espère que tout le monde a bien compris. Je regarde tout de suite mon génitif. Je vois qu'il se termine par is. Is, c'est le génitif de la troisième déclinaison. Je mets donc troisième déclinaison ou groupe. Hein, je vous rappelle encore une fois, c'est synonyme. Et son radical, c'est ce qui se trouve juste avant, c'est-à-dire pâtre. Attention à ne pas écrire pater dans le radical. Le radical, c'est un petit peu modifié ici. C'est pâtre et rien d'autre. Bon, vous voyez donc que en latin, le nom fonctionne d'une manière un peu particulière. En français, on a juste à le présenter avec son déterminant plus le mot lui-même, le cheval. En latin, je vais devoir le présenter. Encore une fois, c'est pas dans les textes, c'est quand on en parle entre nous, hein, en grammaire, en trois parties. Je dirais equus, equi, masculin. La première partie s'appelle le nominatif, c'est la forme qui nous permet de nommer le nom. La deuxième, c'est le génitif, c'est la forme la plus importante, celle qui nous permet ensuite de trouver le groupe du mot ou le radical. Il faut regarder vraiment le génitif, la deuxième forme, elle est vraiment à apprendre à chaque fois. Et ensuite, entre parenthèses, ce que vous avez, c'est une lettre qui indique le genre, c'est-à-dire ce qui nous servira à accorder les adjectifs plus tard. Pour l'instant, ça sert à rien. C'est parce qu'il n'y a pas d'article en latin comme en français, donc on est obligé d'écrire quelque part le genre et ça sera entre parenthèses. Vous avez trois possibilités, masculin, féminin, neutre. C'est tout pour ce cours sur le nom en latin. N'hésitez pas à faire les exercices que je vous ai proposés sur Pronote ou le petit exercice pour vérifier si vous avez compris. On se retrouve très certainement la semaine prochaine pour une petite vidéo pour vous, les cinquièmes. D'ici là, profitez de vos proches, portez-vous bien et j'espère que la déesse de la sagesse sera avec vous. Walete